Bonjour à tous, une dernière et petite vidéo sur le chapitre intégration pour terminer ce chapitre. Alors en fait ce sont les fonctions à valeur complexe dont on va parler ici. Donc l'idée c'est qu'on a une fonction f qui est définie sur un intervalle i de r, donc toujours définie sur r, sur un intervalle. Et puis par contre les fonctions sont à valeur complexe. Et donc, l'idée, c'est un petit peu comme ce qu'on avait fait pour les suites, c'est-à-dire qu'on va décomposer les images en somme d'une image réelle plus i fois la partie imaginaire de l'image qui est dansée. Donc, finalement, on a deux applications, l'une qui a t associe la partie réelle de f de t, qu'on va noter x de t, et puis l'autre, une application qui a t associe bien la partie imaginaire de f de t, qui est y de t. En termes géométriques, en termes d'un point de vue algébrique, on peut voir comme C comme un espace vectoriel de dimension 2, et en fait, grand X est la projection de f sur la droite réelle, et grand Y est la projection de f sur la droite des imaginaires purs. Donc en fait, sur l'espace vectoriel IR. Voilà un peu comment on peut interpréter les choses. Et donc on dit que grand X et grand Y donc, sont les fonctions parties réelles et fonctions parties imaginaires de grand F, de petit f, pardon. Alors, donc ce sont des fonctions à valeur réelle, hein. La partie réelle évidemment comme d'habitude, et la partie imaginaire aussi, hein, puisque la partie imaginaire d'un complexe est un nombre réel. Donc là, on parle de la partie imaginaire d'une fonction qui est l'ensemble des parties imaginaires de ces images. Alors, limite et continuité d'une telle fonction à valeur complexe. Bon, bah, c'est pas très compliqué. On reprend les notions de définition de limite pour les fonctions à partie réelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour tout epsilon, il existe un certain delta. Donc là, on parle de limite qui est z0 en t0. Donc, il existe un delta qui va nous fournir un voisinage de t0. Et dès que t est dans ce voisinage, et dans i pour que f de t soit défini, eh bien l'écart entre f de t et z0 est majoré par epsilon. Mais attention, cet écart ici entre f de t et z0, hein, puisque on est sur une image de f, et z0 est un complexe, donc c'est ce que j'ai mis dans la remarque en dessous, c'est un module. Donc là, c'est le module qui est majoré par epsilon. Alors maintenant on peut passer à la définition donc, de limite en plus l'infini, c'est exactement du même style. On reprend la notion de la définition de limite en plus infini pour les fonctions à valeur réelle. Donc on va définir ce que c'est que la limite de f en z0, la limite de f en plus l'infini qui est égale à z0, ça veut dire que pour tout epsilon strictement positif, il existe un t dans... J'ai mis dans i, non c'est dans r en fait, on va corriger ça. Un t dans r, tel que si petit t est plus grand que grand t, donc en fait c'est-à-dire l'existence du grand t, c'est l'existence d'un voisinage de plus l'infini, tel que si petit t est dans ce voisinage de plus l'infini, eh bien f de t moins z0 est majoré par epsilon en valeur absolue. Donc encore là c'est le module hein, qui est majoré par epsilon. Les notations de limite, je vous laisse lire, c'est exactement les mêmes notations que pour les fonctions à valeur réelle. Et donc ensuite, eh bien, on peut définir la notion de continuité. Eh bien, une fonction à valeur complexe est continue en un point t0 si sa limite en t0 est égale à sa valeur en t0. Évidemment, ça n'a de sens que si la fonction est bien définie en t0. Donc, continuité, c'est la limite de la fonction au point est égale à la valeur de la fonction au point. Ça reste une notion locale, donc une notion définie en un point. Et si on veut définir la notion de continuité sur un intervalle, eh bien, on va dire qu'une fonction à valeur complexe est continue sur un intervalle si et seulement si elle est continue en chacun des points de l'intervalle, comme les fonctions à valeur réelle. Voilà. Alors, donc tous les théorèmes qu'on a vus sur les fonctions à valeur réelle sont valables, et donc il faut faire attention qu'on n'a pas les théorèmes qui sont issus du théorème des valeurs intermédiaires. Pourquoi? Parce que ça fait intervenir la notion d'ordre, et là on perd l'ordre chez les complexes. On n'a pas un nombre qui est compris entre f de a et f de b. Il n'y a pas de compris entre des images, quoi. Voilà. Donc on perd ce théorème-là.
Alors, pour l'intégration, eh bien, on va dire qu'une fonction à valeur complexe qui est continue, qu'on va noter petit f, donc sur un intervalle i, et si on prend a et b dans i, eh bien, on va définir l'intégrale de a à b de petit f comme étant égale à l'intégrale de a à b de la partie réelle de f, qui est donc une fonction à valeur réelle, plus i fois l'intégrale de la partie imaginaire. Donc en fait, d'un point de vue géométrique, algébrique, c'est comme si on regardait C comme un R espace vectoriel de dimension 2 et on décomposait l'intégrale de f en la partie réelle de l'intégrale plus i fois la partie imaginaire de l'intégrale. Donc un exemple, eh bien l'intégrale de 0 à pi de EIT, c'est donc l'intégrale de 0 à pi de cosinus t plus i sinus t dt, donc l'intégrale de 0 à pi de cosinus t plus i fois l'intégrale de 0 à pi de sinus t. Ça fait 2i. Voilà. Et puis tous les résultats sur les intégrales, quasiment, on peut les appliquer aux intégrales pour les fonctions à valeur complexe, alors sauf dès qu'on a une relation d'ordre. Donc on peut généraliser la notion de linéarité, d'additivité. Donc c'est du Chasles en fait. Hein. Les sommes de Riemann, le théorème fondamental s'applique, l'intégration par partie s'applique. Le changement de variable, ça s'applique. La formule de Taylor avec race intégrale s'applique. L'inégalité de Taylor-Lagrange, là, c'est avec des modules et non plus une valeur absolue. Et la formule de Taylor-Young. Voilà. Par contre, on perd la croissance, donc on n'a pas le théorème des accroissements finis au niveau de la dérivabilité. On n'a pas l'inégalité des accroissements finis. Voilà. Alors par contre si l'inégalité des accroissements finis est valable, mais c'est un petit peu particulier. Donc en fait c'est une inégalité de Taylor-Lagrange, mais avec à l'ordre 1 en fait. Voilà, si on regarde bien. Je répondrai aux questions là-dessus. Voilà, c'est terminé, c'était tout. Je vous souhaite de bien reprendre, bon courage pour reprendre ces derniers résultats. Et puis ensuite on reviendra dans le chapitre prochain sur l'algèbre, les applications linéaires et les matrices. Voilà, au revoir à tous.